Iran. La vérité derrière le cessez-le-feu. Pourquoi Israël respecte enfin un cessez-le-feu? Suivez l'analyse pour mieux comprendre la situation. Depuis quand Israël respecte-t-il un cessez-le-feu? Voilà une question essentielle. Regardons l'histoire récente. À Gaza, en Cisjordanie, au Liban Sud, chaque fois qu'un cessez-le-feu était annoncé, Netanyahou n'en tenait compte que quelques heures, ou le violait délibérément. Le schéma était toujours le même. Dominer par la force, briser toute résistance, poursuivre coûte que coûte l'objectif militaire ou politique. Mais en juin 2025, quelque chose de totalement inédit s'est produit. Israël a accepté, presque sans condition, un cessez-le-feu avec l'Iran. Et non seulement il l'a accepté, mais il l'a respecté. Pourquoi? La réponse est aussi simple que stratégique. Pour la première fois de son histoire, Israël a été frappé au cœur. Oui, le dôme de fer, fierté technologique d'Israël, a cédé sous les frappes iraniennes. Pour la première fois, Tel Aviv, Haïfa, les infrastructures militaires et les bases stratégiques ont été atteintes par des missiles balistiques, drones supersoniques, voire hypersoniques. Ce n'était plus une opération contre une population désarmée ou une milice sans défense aérienne. C'était un affrontement avec un État souverain, technologiquement avancé, stratégiquement préparé, et surtout capable de frapper fort et de riposter. Netanyahou l'a compris, continuer la guerre, c'était risquer l'escalade totale. Le Yémen menaçait de s'engager. Et les États-Unis, bien que présents, ne pouvaient offrir une couverture illimitée. Le cessez-le-feu n'est donc pas un geste de paix. C'est une décision tactique, un repli stratégique imposé par la réalité militaire du terrain. Pour la première fois, Israël a rencontré un adversaire capable de lui faire vraiment mal. Et c'est cela, la vraie raison de ce cessez-le-feu. Alors, selon vous, ce cessez-le-feu marque-t-il un tournant dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient? L'Iran vient-il de redéfinir les règles du jeu? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour suivre nos prochaines analyses. Est-ce qu'Israël peut vraiment crier victoire? Non. Et voici pourquoi. Israël a certes survécu à l'escalade face à l'Iran. Mais à quel prix et dans quelles conditions? D'abord, sans l'appui massif des États-Unis, qu'il s'agisse du bouclier aérien, du renseignement en temps réel, ou de la dissuasion diplomatique vis-à-vis de Téhéran et de ses alliés, Israël aurait subi des pertes bien plus graves. L'armée israélienne, malgré ses capacités, n'est pas conçue pour gérer un front simultané à longue distance avec un État comme l'Iran, doté de missiles balistiques, de drones avancés et d'un réseau d'alliés régionaux redoutables. Ensuite, cette guerre, aussi brève qu'elle fut, a brisé une illusion. Celle d'une supériorité militaire absolue d'Israël au Moyen-Orient. Pour la première fois, les Israéliens ont vu de près la guerre au sens propre. Des sirènes constantes, des systèmes de défense débordés, des images de destruction non plus à Gaza ou au Liban, mais chez eux. C'est une expérience psychologique inédite pour une grande partie de la population israélienne, habituée à un sentiment d'impunité stratégique. Crier victoire? Ce serait ignorer les faits. Le dôme de fer a montré ses limites. Le mythe d'invincibilité a été fissuré. Et pour obtenir le cessez-le-feu, Israël a dû céder aux pressions américaines et négocier indirectement avec l'Iran via des médiateurs. Ce n'est pas une victoire. C'est une alerte. Une leçon stratégique. Un avertissement. Et la vraie question est, Israël en tirera-t-il les bonnes conclusions, ou retournera-t-il à ses réflexes d'escalade? Israël a-t-il atteint ses objectifs de guerre? La réponse est non. Et plusieurs éléments le prouvent. Officiellement, Israël avait plusieurs objectifs en attaquant l'Iran ou en menant des opérations préventives en réponse à des attaques iraniennes ou de ses alliés. Ces objectifs étaient clairs. Neutraliser les capacités balistiques iraniennes, dissuader l'Iran de poursuivre son influence régionale, réaffirmer la domination militaire israélienne dans la région, et à l'échelle diplomatique, montrer à la communauté internationale qu'Israël reste maître du jeu au Moyen-Orient. Mais que s'est-il réellement passé? Premièrement, malgré les frappes israéliennes, l'Iran a riposté massivement. Non seulement ses infrastructures militaires sont restées en grande partie fonctionnelles, mais il a démontré une capacité à frapper Israël en profondeur, chose qui n'avait jamais été aussi claire auparavant. Deuxièmement, au lieu d'isoler l'Iran, cette confrontation a consolidé l'axe de la résistance. Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak, Houthis au Yémen, et même des voies de soutien en Syrie et au Qatar. Israël s'est retrouvé face à un réseau régional coordonné, ce qui complique toute projection de forces futures. Troisièmement, sur le plan diplomatique, Israël n'a pas reçu le soutien plein et entier de ses partenaires traditionnels. Même les États-Unis, bien qu'engagés à ses côtés, ont imposé un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu a été présenté par Donald Trump comme un acte d'équilibre, et non comme une victoire israélienne. Enfin, le peuple israélien, pour la première fois depuis longtemps, a ressenti la guerre dans sa chair. L'arrière n'a plus été un sanctuaire. Le dôme de fer a été saturé.
Des infrastructures critiques ont été touchées. Cela a modifié la perception psychologique de la sécurité nationale. Peut-on parler de victoire quand la peur s'est installée dans les foyers israéliens? Conclusion. Israël n'a atteint ni ses objectifs militaires, ni ses objectifs politiques. Pire, cette confrontation a exposé ses vulnérabilités stratégiques. Ce conflit a été une démonstration de force, mais de la part de l'Iran. Et pour la première fois depuis des décennies, Israël s'est retrouvé dans une position défensive, obligé d'accepter une trêve non voulue. La question est désormais, Israël peut-il encore se permettre une guerre directe contre un État puissant? Ou doit-il repenser totalement sa stratégie de sécurité? D'abord, soyons clairs, Israël n'a pas réussi à détruire les capacités stratégiques de l'Iran. Au contraire, l'Iran a démontré sa puissance, missiles balistiques, drones furtifs, guerre électronique. Les frappes ont touché des cibles militaires israéliennes sensibles et surtout le dôme de fer a été débordé, chose impensable il y a quelques années. Alors que fait Trump? Il intervient juste après que l'Iran a montré ses muscles, non pas pour punir Téhéran, mais pour forcer un cessez-le-feu présenté comme une victoire diplomatique. En vérité, c'est une opération de camouflage, sauver la face de Netanyahou. Mais ce n'est pas tout. Pendant que Trump négocie le cessez-le-feu, les États-Unis lancent une frappe ciblée contre 3 sites nucléaires iraniens stratégiques, sous prétexte d'empêcher l'escalade. Or, cela ressemble fortement à une opération coordonnée pour détruire les installations que Tsahal n'a pas pu atteindre, faute de capacité ou de marge de manœuvre. Trump a donc fait le sale boulot pour Netanyahou, puis a imposé à l'Iran, par la menace de guerre totale, d'accepter la trêve. C'est une stratégie de façade, sauver Israël du désastre militaire, tout en tentant de préserver la dissuasion américaine. Mais dans les faits, tout le monde a vu que Israël ne tient pas debout sans le parapluie américain. Les États-Unis continuent d'agir comme l'armée de réserve de Tel Aviv. Résultat, cette intervention n'a pas renforcé l'image d'Israël. Elle l'a affaiblie. Et Trump? Il tente de rejouer la carte du faiseur de paix, mais à quel prix? En bombardant un pays souverain? En servant les intérêts électoraux de Netanyahou? En camouflant un échec stratégique sous le vernis d'un cessez-le-feu? C'est ça la vérité que les médias veulent cacher. Ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est un sauvetage en urgence. Un cessez-le-feu imposé par peur de perdre le contrôle total. Et la question que tout le monde devrait poser. Si Israël avait vraiment le dessus, pourquoi Trump a-t-il dû intervenir? Pourquoi cette précipitation pour calmer le jeu? Pourquoi cette soudaine générosité envers l'Iran? Parce que Netanyahou était au bord de la déroute. Et comme toujours, quand Israël perd pied, Washington vole à son secours. Mais cette fois-ci, le monde l'a vu. L'Iran l'a vu. Et l'équilibre des forces est en train de basculer. Conclusion. Il est vrai, et il faut le reconnaître qu'Israël a réussi à frapper plusieurs cibles en Iran. Des installations militaires, des dépôts, peut-être même des centres de commandement. Mais posons-nous la vraie question, aurait-il pu le faire seul? Non. Sans l'intervention directe des États-Unis, sans leur soutien logistique, diplomatique, technologique et même militaire, Netanyahou n'aurait jamais pu sortir de cette guerre sans subir des pertes massives sur son propre sol. Le dôme de fer vacillait, les missiles pleuvaient, la population paniquait. Israël n'était pas préparé à encaisser une guerre d'État à État. Alors, qui a vraiment gagné? L'Iran, qui a prouvé qu'il peut frapper Israël et survivre. Israël, qui a détruit des cibles mais a dû supplier pour une trêve. Ou les États-Unis, qui ont imposé le cessez-le-feu et sauvé leur allié in extremis. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui sort réellement vainqueur de cette guerre éclair? Dites-le en commentaire, on veut vos avis. Likez, partagez, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi cette analyse, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo géopolitique sans filtre.